Bonjour, j'ai le plaisir pour ce nouveau comptoir des blogueurs de recevoir Frédéric Soussin, que je laisserai se présenter, et Yann Gourvenec, que je ne présente plus, mais qui se représentera quand même. Frédéric, en deux mots... En deux mots, moi je suis conseiller indépendant spécialisé dans tout ce qui est nouveaux usages du numérique et plutôt auprès des couches de direction. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte d'alphabétiser les patrons, quoi. Numériquement, bien sûr. Oui, oui, on imagine que pour le reste, c'est déjà bien fait. C'est déjà bien fait. Yann? Alors, je suis directeur général depuis peu d'une agence marketing qui s'appelle Visionary Marketing. Qui nous rappelle quelque chose. Qui me rappelle quelque chose. Un blog du même nom. Exactement, j'ai gardé le même nom. Et voilà, ma spécialité c'est transformation et formation digitale, contenu et marketing automation. Alors aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est toujours bien entendu la relation client. Mais la relation client vue du côté de la mutation des entreprises dont on a souvent parlé, et avec la problématique des dirigeants. Et justement, les dirigeants, face à ces mutations, pour accompagner l'évolution des usages des consommateurs, comment l'entreprise va devenir de 2.0 après avoir été 1.0 et peut-être parfois 0.0. Frédéric, toi qui accompagnes les dirigeants d'entreprise, dans cette réflexion et parfois dans ces évolutions, comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que les entreprises sont, d'après toi, en train d'évoluer via leur direction? Déjà, depuis une vingtaine d'années, on s'est pris successivement, on pourrait dire, trois révolutions numériques. La première qui a été l'arrivée du web, donc qui a changé pas mal de choses, et où tout le monde s'est impliqué, tout le monde a regardé, etc. Très intéressé, je dirais la partie stock du web, hein, c'est-à-dire vraiment consulter de l'information, trouver du savoir, trouver de la connaissance. Et puis après, la deuxième révolution, ça a été 2004-2005, c'est-à-dire le web 2.0, donc là où les gens commencent à interagir, et donc à côté de la dimension stock qui avait démarré, on a eu la dimension flux qui est arrivée et où les gens ont de plus en plus échangé, de plus en plus créé ensemble, etc. Donc ça a été là aussi un grand choc parce qu'avec l'arrivée aussi de milliers de services qui ont beaucoup changé les choses. Et puis la troisième révolution, c'est la révolution qui est arrivée avec le smartphone et la tablette, c'est-à-dire la révolution du nomadisme numérique qui a bien sûr bénéficié des deux premières pour pouvoir les englober et qui aujourd'hui est en train de démontrer que c'est en train de bouger dans une dimension très très rapide. Et donc ce qu'on voit, et c'est pour ça que le moment est assez important, c'est qu'on arrive au moment où il y a une bascule actuellement sur le monde de l'Internet, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde d'internautes à un monde de mobinautes. C'est-à-dire que cette année, on pourrait dire que c'est l'année dans laquelle les mobinautes prennent officiellement le pouvoir d'une certaine manière, parce qu'ils sont majoritaires en usage et en nombre. Et donc à partir de là, ça suppose que l'entreprise réagisse autrement. Mais pour que l'entreprise réagisse autrement, il faut qu'elle ait elle-même des pratiques différentes. Or aujourd'hui, l'entreprise, elle est encore dans des pratiques très 1.0, voire pré 1.0. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans des pratiques assez anciennes. Et le problème... Par exemple, est-ce que tu peux nous illustrer ce retard Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas un mystère de savoir que les salariés sont beaucoup plus compétents à la maison qu'au bureau. C'est-à-dire qu'à la maison, ils savent faire plein de choses, ils savent faire de la vidéo, de la photo, ils savent être dans les réseaux sociaux, etc. Au bureau, on leur demande pas ça, on leur demande de travailler avec la bureautique, de lire leurs mails, éventuellement de consulter certains sites. Donc ça veut donc dire quelque part qu'il y a réellement un retard à l'allumage en termes de fonctionnement, et donc il y a une forme finalement dans l'entreprise de ringardise par rapport à un marché qui lui a bougé à toute vitesse. Donc aujourd'hui, le problème c'est de dire comment on fait pour que l'entreprise, je dirais, retrouve ses marques, parce que être en contact avec le client c'est bien gentil, mais il faut encore vivre dans le même monde que lui, quoi. Il faut encore vivre dans la même mouvance que lui, dans la même dynamique que lui, dans cette même effervescence qui peut exister. C'est pas forcément ce qu'on voit à l'intérieur de l'organisation. Alors qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi est-ce que l'entreprise n'a pas été plus proche de ces évolutions? Ce qui fait que ça bloque, c'est que le numérique a toujours été associé dans le passé à gestion des données. Aujourd'hui, le numérique, c'est gestion des relations aussi. Pas que des données, donc gestion des relations. Et donc, il se trouve que les responsables de numérique, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui ont géré les données, on leur demande de gérer les relations. En gros, les DSI, les responsables informatiques, etc. Et eux, ils ne voient pas ça d'un très bon œil, parce qu'ils trouvent que ça fait un peu bazar, la gestion des relations, alors que la gestion des données, c'était bien en ordre et c'était bien organisé. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de difficulté à motiver les DSI et les responsables informatiques sur cette gestion des relations. Et donc, quelque part, ils font un petit blocage vis-à-vis des dirigeants, en les menaçant de tout un tas de risques réels ou non réels qui peuvent exister derrière. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a un retard, justement, dans l'adoption de toutes ces techniques à l'intérieur, qui fait que, justement, les patrons, n'ayant pas forcément les moyens de savoir si c'est vrai ou si c'est faux ce qu'on leur raconte, restent toujours sous l'emprise, en tout cas, de ce qui leur est raconté. Et ce qui fait donc qu'on a des usages à l'intérieur d'entreprise qui sont des usages de vieux internautes, alors qu'on a en face de nous des clients qui sont des nouveaux mobinautes, quoi. Donc c'est pas exactement le même monde, quoi, en termes de fonctionnement.
Parce que toi, Yann, qui a vécu à l'intérieur d'un très grand groupe, d'une couleur assez prononcée, tu as ressenti régulièrement cette difficulté à faire évoluer les compréhensions, les adaptations? Ouais, on va oublier ce grand groupe en question, parce que je suis en contact avec des clients tous les jours, donc je vois beaucoup d'entreprises qui mais ont de l'intérieur, c'est différent. beaucoup plus de problèmes. Oui, mais des entreprises, on les voit, on les voit de l'intérieur. Parce que là, même quand on est à l'extérieur, on voit très bien ce qui se passe à l'intérieur. Un peu moins bien que quand on y est quand même. La difficulté à faire bouger, par exemple, utiliser des systèmes du monde libre. Il n'y a pas de difficulté à faire bouger, il y a juste une conduite du changement à mener que certains arrivent à faire et que d'autres n'arrivent pas à faire. Ouais, mais globalement, a priori, il y a quand même la majorité des gens ont l'air d'avoir des difficultés quand même. Alors c'est sûr que, enfin j'en sais rien, j'ai pas de statistiques là-dessus. Oui, mais ça c'est un peu normal, je dirais, sur le monde ouvert aussi. On fait des romans sur le web 2.0, c'est un terme un peu ancien d'ailleurs, mais sur le partage de l'information et la création d'informations par l'utilisateur, ce qui est la base du web 2.0, du contenu généré par l'utilisateur. Et ça représente quoi? 0,1% à 1% de la population, les gens qui créent le contenu. C'est très très faible. À l'intérieur de l'entreprise, eh bien, il arrive un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance des employés qui arrive et qui prend son temps. La vraie difficulté, c'est d'arriver à établir une tête de pont de gens qui vont faire bouger les choses. Après, l'ensemble de l'entreprise, elle évolue à son rythme. Mais je vais revenir sur les 3 révolutions, parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Alors je suis d'accord sur les trois temps. Je reprends, il y en avait un, c'était vers 95-96, l'info comme stock, le 2004, le web 2.0 comme un flux, et le mobile vers 2010-2012. Donc je suis d'accord sur ces 3 temps-là, sauf que, je ne les vois pas véritablement comme des révolutions, mais comme des évolutions. D'abord le web 2.0. Je suis un jour un peu de mal avec ce terme, parce que je crois qu'il a un peu vieilli maintenant, le terme de web 2.0. Je dirais le web social. Le web social, il ne fonctionne pas en circuit fermé. Il n'y a pas des gens qui... Et ça, c'est des choses qu'on entendait beaucoup en 2004. On disait, c'est la fin de l'information, hein, c'est la fin du contenu. La preuve, on fait des vidéos qui durent 1 heure ici. Hein, c'est la fin du contenu, les gens ne vont plus partager de contenu, ils vont plus que faire que des partages, des likes et des commentaires. Alors c'est vrai, il y a sur les pages Facebook beaucoup de commentaires, des fois qui tournent en rond, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi beaucoup de création de contenu. Beaucoup de cyberbabillage. Il y a aussi beaucoup de création de contenu. Ah oui. Peu sur Facebook, mais ailleurs, oui. Ah si, il y a énormément de contenu. On peut débattre. Moi, je ne trouve trouve pas qu'il y ait de création de contenu sur Facebook, mais c'est a priori l'avis de Frédéric Cavazza également. Mais oui, ça c'est l'avis de Frédéric Cavazza. Voilà, je le partage. Ça fait 2 personnes. Ça fait 2 personnes. Ça fait 2 personnes. Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais tu étais en train de dire que il n'y a pas de partage et de flux entre les personnes sans contenu. Alors après, le contenu, il est plus ou moins haut de gamme, ou plus ou moins fouillé, effectivement, en ce sens, sur Facebook, il y a un contenu, c'est de l'infotainment. Si uniquement, je pense qu'il y a des gens, il y a des vrais débats sur Facebook, et ça dépend bien sûr des gens. Vas-y. Je vais aller au bout de ma phrase, parce que je ne vais pas y arriver. Donc, après on a le droit de ne pas être d'accord, comme je n'ai pas été d'accord avec Frédéric, mais je vais aller quand même jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a pas de partage sans contenu. Après, le contenu, on le met à un curseur différent. S'il n'y a pas de contenu au départ, il n'y a pas de partage. Donc, il n'y a pas une opposition entre un web des personnes, comme on l'a dit en 2004, il y avait un web des personnes versus un web des sites. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas de web des sites versus un web de personnes. Il y a des personnes qui utilisent des contenus qui sont sur des ressources web, qu'elles soient sites, qu'elles soient blogs, qu'elles soient médias sociaux, peu importe. Elles sont effectivement de plus en plus éclatées. Et le 3e point, c'est l'évolution vers le mobile. Là aussi, je suis d'accord. C'est effectivement un point très important et sur lequel les entreprises, à commencer par Apple, il suffit d'aller voir apple.com, sont assez mauvais. C'est la prise en compte de ce que tu appelles le mobinote. Mais en fait, il n'y a pas plus de mobinotes que d'internautes. Il y a juste des gens qui utilisent des outils. On est à une utilisation de l'Internet qui est généralisée à quelques
à quelques exceptions près. Bon, il y a encore une petite fracture numérique quand même dans ce pays, elle est même assez importante. C'est 25% des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà. Oui, oui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il y ait... C'est pas de smartphone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 75% de gens qui utilisent Internet. Hein. Attention. Oui. Il y en a plus que ça. Donc il y a effectivement une fracture numérique qui n'est pas négligeable. Cette fracture numérique a été largement décrite. Elle n'est pas seulement subie d'ailleurs. Il y a une partie de la fracture numérique, à peu près la moitié, qui est voulue. Donc il y a des gens qui n'en veulent pas. C'est leur droit. Mais je dirais grosso modo, si on enlève surtout ceux qui n'en veulent pas, qui constituent un choix, je dirais l'internaute c'est un nom qui est une invention qui n'existe plus. Il n'y a pas un internaute dans un coin et puis une population représentative de la population française ailleurs. Les deux coïncident bien. Et le mobile, ben, c'est la même chose. Alors, avec une différence de maturité, bien entendu, puisque il se peut qu'il y ait très franchement qu'il y ait un biais par rapport à l'ensemble de la population, puisque tout le monde n'est pas encore équipé d'Internet mobile, on n'a pas encore le réflexe d'Internet mobile, mais vu du gestionnaire de site, c'est déjà 20 à 30% des visites qui se font sur le mobile, et puis il y a des entreprises qui n'hésitent pas, comme Voyage SNCF, à partir sur le tout mobile. Si on va sur c'est peut-être même un peu trop radical, c'est que si je vais sur le site Voyage SNCF, on va m'envoyer automatiquement vers l'application sans possibilité de revenir en arrière sur le site. Ce qui était allé là du coup un peu trop loin. Mais à l'opposé, j'ai cité Apple.com, mais je pourrais citer beaucoup d'autres entreprises qui elles ne prennent pas en compte cet aspect mobile. Alors cet aspect mobile, il est à la fois anecdotique, parce que c'est à la fois juste une différence de mode d'accès sur le même type d'information, puis en même temps il est moins anecdotique que ça, parce qu'il induit bien entendu un changement de comportement, un changement d'usage, et surtout un changement d'usage dans le magasin notamment, et c'est là qu'intervient le fameux Web to Store et la fameuse, à mon avis, révolution qui vient dans les 2-3 ans qui viennent, de ramener, de cesser d'opposer le e-commerce au commerce et de vraiment faire fonctionner les deux ensemble. Voilà, donc je pense que cette évolution... Moi j'aimerais quand même défendre le mot de révolution, parce que je dirais que, bien sûr, on met des révolutions, on met le mot révolution surtout aujourd'hui, mais quelque part quand même, en 95, c'est quand même un trait pyramidal qui existe, un web qui était mis par des structures vers des consommateurs. À partir de 2004-2005, avec je dirais l'émergence de ce qui a été nommé Web 2, on trouve ça vieux ou récent, c'est autre chose, mais quelque part, là c'est plutôt le réseau qui va contribuer, qui va fournir, etc. Et en cela, c'est une révolution formidable, puisqu'on passe d'un système pyramidal à un système réticulaire. Et puis, troisième époque, et là, je pense qu'on est dans une plus grande révolution encore, c'est que le passage, justement, aux outils nomades, c'est un changement de comportement radical. C'est-à-dire qu'avant qu'on utilise le smartphone ou la tablette, on utilisait l'ordinateur comme un outil pour traiter des données, pour faire des choses, etc. Là, maintenant qu'on a ces outils-là, on est tout le temps avec eux, ils sont tout le temps à côté de nous, on est tout le temps en relation avec eux. Donc quelque part, on est en train de développer finalement des nouveaux organes, quasi-organes, avec ces outils-là, qui sont des outils qui finalement, on est tout le temps en interaction avec eux, on est tout le temps en train de bidouiller quelque chose, de chercher quelque chose, de vérifier quelque chose, et on voit bien d'ailleurs quand on perd son téléphone ou sa tablette, on a l'impression qu'il y a un bout de son cerveau qui est parti. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer un nouveau cerveau? Est-ce que c'est pas avec ce nouveau cerveau que l'entreprise doit dealer? Parce que finalement, il y a de plus en plus de choses qui passent par ce cerveau, je dirais, secondaire qu'on est en train de domestiquer, puisque finalement, les applications, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Web 3.0 d'ailleurs, parce que sinon on pourrait dire, ben voilà, ce qui se passe sur ce truc-là, ça peut être du Web 3.0. En fait, non. Le web, il a vécu avec l'ordinateur, maintenant on est dans le règne des applications. Donc c'est pour ça que la logique aujourd'hui, c'est les applications. S'il y a 1 million d'applications qui ont été créées sur Android comme sur Apple, c'est pas pour rien. S'il y a 60 milliards d'applications qui ont été téléchargées sur des terminaux Apple, c'est pas pour rien non plus. Ça veut donc dire quelque part qu'il y a d'autres modes de consommation qui correspondent plus à un système presque neuronal, qui est de dire j'ajoute de plus en plus des petites cases dans ma vie qui sont des choses qui me relient aux gens et aux choses différemment. Objection donc oui, bon, enfin, ça c'est la thèse bien connue de Chris Anderson, The Web is Dead, de 2010, qui disait que effectivement le web était mort et qu'il était remplacé par les applications. Alors ça, j'y crois pas et je vais le prouver. En fait, chez mon associé, il y a une agence qui est dédiée au B2B. Alors c'est dans le B2B, j'ai pas l'équivalent B2C, mais bon. Et donc en fait, on fait de l'affiliation en B2B. Et ce qu'on regarde, c'est la façon dont les internautes ne sont pas des internautes, c'est des professionnels,
cliquent sur les promotions d'affiliation selon les différents types de modes d'accès au web. Donc soit l'ordinateur, soit le téléphone portable, soit la tablette. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a aucun de ces devices qui chasse l'autre. D'abord, l'ordinateur est utilisé fort logiquement dans les périodes de travail. Le téléphone est utilisé essentiellement le matin en allant au travail, le midi et le soir. Les courbes sont assez claires là-dessus. Et la tablette, le soir, en général, parce qu'elle est plutôt utilisée à la maison, même s'il y a des gens comme moi, mais qui ne sont pas représentatifs de la population, qui font tout là-dessus, y compris prendre des notes dans les réunions, mais c'est assez rare. Donc en fait, je ne crois pas trop au remplacement d'un de ces éléments par le mobile, que le mobile va tout remplacer, enfin peut-être dans 10 ans. Moi je ne suis pas du tout dans ce raisonnement-là, je suis pas dans ce raisonnement-là, mais par contre je ne suis pas dans ce découpage temporel que tu peux évoquer. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit temporel, c'est pas moi. Non, mais moi, à la limite, le fait de ce qui se passe aujourd'hui, je m'en tape un peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans les 3 ans à 5 ans qui viennent. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir précéder les tendances. C'est pas de pouvoir suivre le passé qui a encore envie. Parce que ce qu'on voit bien quand les gens utilisent ces outils-là, c'est qu'ils les utilisent de manière très maladroite aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de découvrir le potentiel de ces machines. Donc ils sont encore assez empotés par rapport à ça. Et je crois beaucoup plus que ces outils-là, téléphone et tablette, sont les outils en position nomade. Alors que l'ordinateur est un outil en position sédentaire. C'est un peu comme ça, et on voit bien que de plus en plus de gens qui utilisent la tablette ont tendance à laisser leur ordinateur au bureau en position sédentaire. Et qu'est-ce que c'est que la position nomade? La position nomade, ça commence à partir du moment où je me lève de mon bureau, c'est-à-dire le moment où je vais à la table de réunion, je vais dans le bureau d'à côté, ou je vais dans l'atelier. Donc ça veut donc dire quelque part qu'on voit bien qu'en termes de consommation, les objets nomades vont être les objets qu'on va consommer dès qu'on va être levé de son bureau, alors que l'ordinateur va avoir tendance à être l'outil de production l'autre qu'on aura quand on se passe face à son bureau. Si on croit cette tendance-là, ça va changer pas mal de notre consommation. Oui, mais les statistiques... Mais les statistiques d'aujourd'hui n'expliquent pas ce qui va se passer dans les années qui viennent. On est en train de découvrir un phénomène. Il faut suivre les statistiques parce que ça dépend quelles statistiques. On sait toujours qu'on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. C'est mieux que de ne pas en avoir. Je suis d'accord. Et de raconter, oui, le monde il est de plus en plus comme ça. Et non, mais d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on vit. D'abord, ça dépend quel monde. Est-ce qu'on est en Asie, est-ce qu'on est en Europe, est-ce qu'on est aux États-Unis? Donc déjà, il y a des différences en France. Même en France, on dit, quand tu dis, si on surveille le nombre de clics depuis certains devices, c'est assez normal que quand j'ai commencé ma journée de travail, je suis en réunion, je suis à mon bureau, etc., je navigue moins sur mon téléphone portable et j'utilise plus mon ordinateur. C'est pas normal. C'est à peu près pour ça que je suis payé. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle étiquette qui est en train de se mettre en place, que quand quelqu'un est en réunion et qui commence à tapoter sur son smartphone, on trouve que c'est assez incorrect, et c'est ce qui fait que tout le monde ne tapote pas et que probablement le nombre de clics baisse pendant les heures de bureau, c'est parce que c'est pas tellement admis aujourd'hui. Mais je pense que l'ordinateur face à la tablette, etc., je pense que ça dépend de ce qu'on appelle une tablette. Je pense que quand on s'appelle Microsoft et qu'on a un truc qui s'appelle Surface, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est un portable? Tout le monde fait pour qu'il y ait une convergence. Il y a maintenant des smartphones qui sont plus grands, qui font en même temps une mini-tablette. Donc je crois qu'en réalité, c'est l'idée centrale du nomadisme, moi je prends le train très régulièrement. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a 5-6 ans, les gens lisaient le journal, discutaient, etc. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sortent soit leur PC portable, soit leur tablette, soit même leur smartphone, et ils commencent tout de suite à se brancher. Donc effectivement, il y a une espèce d'évolution pour l'entreprise, d'avoir des consommateurs qui sont des citoyens, qui se connectent à leur monde particulier ou à leur univers professionnel, dès lors qu'ils sont même en train de bouger, ce qui n'était pas le cas avant. C'est qu'avant, je quittais mon bureau, j'étais plus connecté, donc bien entendu, ma connexion s'arrêtait là. Aujourd'hui, la problématique pour l'entreprise, c'est d'avoir affaire tant à des collaborateurs qu'à des consommateurs qui sont accessibles en quelque sorte 100% du temps, qui soient chez eux ou qui sont en déplacement. On était à l'époque où pour rejoindre quelqu'un pour lui téléphoner, il fallait lui téléphoner quand il était à son domicile, donc on l'appelait le matin, entre midi et 2, mais plutôt le soir. Maintenant, on va plutôt appeler les gens sur leur mobile, leur mettre des SMS, varier les modes de communication. Et c'est vrai que l'appréhension par les entreprises de ces nouveaux usages va forcer les dirigeants à inciter, brusquer, brutaliser leurs collaborateurs pour faire en sorte que la capacité de dialogue de l'entreprise s'adapte à ces nouveaux comportements, en quelque sorte.
Et c'est vrai que le collaborateur moins équipé que le consommateur auquel il s'adresse, ça pose problème. C'est-à-dire que si le type dit, bah, écoutez, envoyez-moi un SMS et que le type dise, bah, je ne peux pas vous envoyer le SMS, ça pose problème. Mais surtout, le plus dangereux, c'est pas tellement qu'il soit moins équipé, c'est qu'il soit moins à l'intérieur de la société qui est en train de se fabriquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui n'utilisent pas les outils nomades que sont le smartphone et la tablette, mais en ayant trouvé les chemins d'accès et en ayant été formés à ce chemin d'accès. Parce qu'aujourd'hui, on saupoudre les gens avec des outils nouveaux. Dans le millefeuille technologique, ça en fait une couche de plus ou deux couches de plus. On donne des outils, on n'en explique pas le fonctionnement et on n'en donne pas les usages de base. Donc à partir de là, eh bien, cette ignorance de ces façons de fonctionner fait qu'il n'y a pas d'adaptation des nouvelles stratégies, des nouvelles pensées, etc., à ce qui est en train de se passer dans le public au travers de ces mêmes outils. Donc ce que je crois, c'est que l'entreprise a tout à gagner aujourd'hui à fabriquer une culture des nomades beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée, beaucoup plus précise, de façon à ce que dirigeants, équipes de direction, cadres et salariés soient réellement au cœur de ce changement qui est en train de se passer et qui se passe sur le temps. Parce que bien sûr, on n'est pas encore dans les comportements qu'il y aura dans les 3-4 ans qui vont être sensiblement différents. On est encore en maturation, on est au milieu du gué, quoi, actuellement. Mais c'est en train de se préparer de manière assez forte et ça change radicalement le fonctionnement. L'ordinateur était quand même une pelle et une pioche, quoi. Alors que l'outil nomade est une extension de notre action, une extension de notre intelligence, une extension de notre mode de relation. Donc il va se passer des choses sensiblement différentes et il va falloir inventer des formules différentes. Et moi je sais pas, quand je proche des gens qui sont dans l'affiliation, etc., j'ai l'impression qu'ils ont bien conscience que leur modèle il est un tout petit peu à revoir et qu'il va falloir trouver d'autres solutions aujourd'hui parce que le système est un tout petit peu perturbé, quoi, par toute cette émergence nouvelle de nouveaux outils, quoi. Mais il y a une vraie difficulté pour les entreprises, justement, parce que aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une crainte, les entreprises se positionnent plutôt par crainte avec des politiques de sécurité qui sont restées héritées des anciennes organisations, confrontées à une évolution des modes de fonctionnement, donc vécues comme un risque, en disant si les gens naviguent, si les gens vont sur Facebook, on risque d'avoir des problèmes de sécurité, des problèmes d'engagement, de responsabilité, qui va tenir le discours, qui engage l'entreprise, qui peut répondre sur Facebook, etc. Et donc, on n'a pas beaucoup d'entreprises où les règles sont mises noir sur blanc, expliquées à chaque collaborateur qui sait à quoi il a droit, à quoi il n'a pas droit. Le problème est... Bah, si, ça existe depuis des années. Je sais pas, chez Orange, c'est moi qui l'ai écrit, donc on l'a fait en 2011, et encore, on était un peu en retard. Voilà, donc on a fait notre première politique de charte. Est-ce que ça... Là, c'est une grande entreprise qui est au cœur de ce système-là. Donc c'est formidable. Mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Bien sûr. Beaucoup d'entreprises moyennes, etc., qui ne l'ont pas. Oui, parce que je dis simplement que c'est pas quelque chose de nouveau ni qui n'existe pas. C'est quelque chose qui existe. Voilà, c'est tout. Il faut aller les chercher là où elles existent. Il y a plein d'entreprises. Il y a les CCI, par exemple, en France. CCI, c'est pas une grande entreprise, c'est plein de petites entreprises. Enfin, ouais, plein de petites. Ils se sont inspirés d'ailleurs de la charte d'Orange et ils ont adapté, puisqu'elle était mise en Creative Commons justement pour que nous on avait adapté celle de l'armée américaine. D'accord. Donc elles sont, oui, parce qu'en général ces chartes-là sont mises dans le domaine public et elles sont partagées. Alors bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais enfin toutes les grandes entreprises ont ça. Oui, mais est-ce que pour autant... Justement, il y a pas des PME qui gagneraient donc à s'inspirer de ce genre de choses. C'est en Creative Commons, donc il suffit qu'elles le téléchargent. Tout à fait. Mais bon, en gros, ces chartes, elles disent quoi par rapport à ton sujet de sécurité? Elles disent clairement, n'ayez pas peur, ça sert à rien, regardez les opportunités, regardez ce que vous pouvez faire avec tous ces outils. Donc en fait, c'est la même chose que le discours qu'on entend partout, mais mis à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas... attention, il faut avoir peur, mais si vous faites ça, vous allez réussir. C'est l'inverse, c'est regardez tout ce qui est possible et n'oubliez pas de faire ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, c'est en sens, quand elles sont faites comme ça, que les chartes sont très très efficaces, c'est que ce sont des outils on appelle ça un outil de soft law, parce que c'est pas véritablement de la loi, c'est une loi un peu molle, mais en même temps surtout, avant que ce soit un outil de loi, et de réglementation plutôt, on dirait en français, c'est surtout un outil de motivation. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, il y en a plein sur internet, personne d'Orange, il y en a plein.
Oui, donc tu veux dire qu'il y a des règles dans les entreprises. Bien sûr. Est-ce qu'elles sont partagées Mais dans une petite entreprise, j'aurais tendance à dire, si c'est une petite entreprise et que il il faut bien y avoir des avantages par rapport à une grosse entreprise, c'est que les gens se parlent a priori. Quoique. Alors, en dessous de 100 personnes, c'est plus facile. Et au-dessus de 100 personnes, ça commence à devenir difficile. Effectivement, la charte, elle n'est pas dépendante de la taille de l'entreprise. Ceci étant, quand on est une petite entreprise, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une charte? Moi, en fait, pendant des années, j'ai fait des médias sociaux en entreprise, sans jamais avoir de charte. Je me battais contre la charte, parce que justement, je ne voulais pas qu'elle soit vue comme un moyen de restreindre les utilisateurs. Et ce en quoi je croyais, c'était à l'autodiscipline, et bien entendu à l'éducation et à la formation. C'est-à-dire, on expliquait aux gens qui étaient nos collaborateurs, il y avait plus d'une centaine de collaborateurs sur les blogs, ça faisait partie du package, je n'ai même pas appelé ça de la formation, c'était plus de la sensibilisation, de leur expliquer ce qu'il fallait faire, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, les choses qu'il fallait éviter. Et c'était des professionnels, des gens intelligents et doués de jugement, donc ils sont capables, ils savent très bien à partir du moment où on leur fait confiance. Voilà, on leur fait confiance, ils savent s'auto-censurer et éviter les erreurs. C'est bien plus efficace d'ailleurs que de leur faire peur, parce que si on leur fait peur, ils savent. Non, il ne faut jamais faire peur, c'est sûr. Sauf que c'est un peu ce qui se passe avec un discours global qui est de dire attention aux médias sociaux, parce que ce que vous dites va partir. J'ai même entendu dire qu'il y avait des petites entreprises, pourtant très dynamiques, où on ne pouvait pas accéder au Wi-Fi. Mais on peut accéder au Wi-Fi toujours. Mais la question, c'est qu'il y a toujours effectivement des systèmes d'organisation. Moi, je vois que tu parles de ces règles tacites. Tu dis à la fois il faut une charte, elles sont très bien faites, en même temps tu es contre les chartes, il ne faut pas s'en servir. Donc j'ai pas bien compris. Non, c'est pas ça. S'il en fallait ou s'il n'en fallait pas. Mais le principe. Stricto sensu, tu n'en as pas besoin. Si tu fais la vraie question, c'est qu'à la fin, tu as une personnalité morale. Non, tu en as besoin à partir du moment effectivement où l'entreprise est très grande et où l'initiative médias sociaux devient tellement importante qu'il n'est plus gérable simplement de tenir sur simplement un bon sens commun. Un bon sens commun et je dirais le résultat d'une relation directe. Parce que c'est vrai que si j'ai une centaine de collaborateurs qui collaborent à des blogs, je peux à peu près les voir tous à un moment donné et tous les briefer à un moment donné. À partir du moment où j'ai 200 community managers et des milliers de gens qui interviennent, voire même des dizaines de milliers de gens si c'est plus démultiplié sur Internet, là je suis obligé d'avoir d'édicter un certain nombre de règles pour protéger l'employé, pour protéger la boîte, puis aussi pour protéger nos clients. Mais on voit bien que ces politiques-là, que ce soit, on a fait des tests, on a testé la réactivité des 500 principaux sites marchands, et on a intégré depuis l'an dernier la réactivité via Twitter et Facebook. Ce sont les outils communs les plus partagés dans le monde. Et on s'aperçoit que le temps de réaction sur ces deux outils, de la part des 500 principaux sites français, est lamentable. C'est-à-dire que les temps de réponse sont infiniment plus longs à travers le bouton « Contactez-nous » du site ou à travers le coup de téléphone. Ce qui est normal aussi, mais même par rapport au « Contactez-nous ». Ce qui veut dire que... des exemples inverses aussi, mais bon, ils ne sont pas forcément bien. Non, mais c'est là où se pose d'ailleurs le problème de fond, c'est que l'entreprise est devant un défi de modernité aujourd'hui qui est d'arriver à être au cœur de cette modernité en se l'appliquant à elle-même. C'est-à-dire que la notion de réseau social, je dirais grand public, doit être en écho à la notion de réseau social d'entreprise. C'est-à-dire quelque part qu'on est à l'intérieur les pratiques qu'on voudrait avoir à l'extérieur, qu'on est à l'intérieur les valeurs qu'on voudrait avoir à l'extérieur. Parce que sinon, le consommateur qui arrive, qui se cogne contre cette entreprise, avec éventuellement des outils très modernes à l'extérieur et qui arrivent avec des gens qui sont assez ringards dans leur façon de fonctionner, on va dire mais il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a une distorsion entre l'extérieur et l'intérieur. D'où l'importance aujourd'hui de faire évoluer les comportements, parce qu'en quelques années, ça a quand même pas mal été bousculé. C'est-à-dire que le niveau de possibilité que chaque salarié a de créer des choses, d'interférer avec d'autres, par exemple, de partager des fichiers avec des outils comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive, par exemple, est-ce que ça ouvre pas une brèche qu'il est intéressant d'adresser, de dire qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est important, en quoi ça doit être clarifié, et on doit donner on doit montrer les enjeux, quoi. Oui, je suis tout à fait convaincu. Alors,
les blocages sont nombreux de la part des gens qui sont les gardiens du temple. C'est-à-dire qu'effectivement, les directeurs des systèmes d'information qui doivent en protéger l'accès, l'intégrité, etc., plus les contenus qui ont leur importance, qui sont souvent stratégiques, qui ne peuvent pas être diffusés à l'extérieur. Mais on a, si on a 10 000 salariés, on a 10 000 communicants qui sont le soir sur Facebook, qui parlent de leur métier, de leur travail, dont on n'a pas de garantie qu'ils vont forcément conserver tous les secrets par devers eux. On ne sait pas comment ça va être repris vers l'extérieur par la suite, etc. Donc il y a vraiment ces problématiques de culture d'entreprise sur ces sujets-là et d'accompagner, effectivement, et d'être très, très moteur. Il y a des boîtes qui sont très en avance. Alors, j'ai interviewé là récemment Tanguy Moillard de Bouygues Télécom, il fait ça depuis 4 ans. Hein. Moi j'en ai fait déjà il y a 5 ans du social CRM. Donc lui, ce qu'ils ont fait chez Bouygues Télécom, justement, ils ont étendu la réponse aux membres de l'entreprise qui ne sont pas dans le service client. Alors pour certaines choses qui sont pertinentes de leur domaine, hein, par exemple sur la loi Châtel, il faut intervenir des juristes d'entreprise ou des choses comme ça. Et c'est très intéressant, la façon dont ils l'ont fait. Mais la relation, c'est un bon exemple pour Bouygues Télécom. Moi, j'ai souvenir d'avoir été appelé un dimanche matin par Bouygues Télécom qui voulait me proposer, je ne sais pas trop, quel abonnement, quel box, etc. Ça m'a étonné. Je lui ai dit, vous avez remarqué qu'on est dimanche matin, qu'il est 10 h et que théoriquement, il y a une charte de déontologie dans les call centers qui fait qu'on n'appelle pas le dimanche matin. Et il dit, mais oui, mais nous c'est comme ça, parce que c'est une opportunité, etc. Moi, je suis ouvert avec les interlocuteurs de Bouygues Télécom qui m'ont dit, oui, mais c'est pas nous, c'est notre réseau de distributeurs. Je dis, sauf que quand ils se les appellent, ils ne se présentent pas sous la marque réseau de distributeurs. Il dit, on est Bouygues Télécom. Et donc, du coup, ça montre bien que les organisations des groupes, face à la réactivité possible des consommateurs, cette culture du canal qui est téléphone, qui est un vieux canal, mais aussi qui va se retrouver ailleurs. Le jour où les distributeurs vont s'exprimer au nom de leurs mandants sans préciser qu'ils sont distributeurs et qui vont créer des émissions de messages, ça peut être effectivement extrêmement gênant pour l'entreprise. Moi, j'ai un rapport avec mon banquier. Il a une adresse mail, je tente de le joindre par téléphone, je tombe sur quelqu'un qui me dit il est au téléphone, je dis vous pouvez lui laisser le message pour qu'il me rappelle. Non, on ne peut pas parce que c'est un plateau qui est déconnecté, elle n'a pas une vision sur sa vraie journée, elle lui laisse un message pour qu'il me rappelle. Il me rappelle 2 jours après. Et moi, je considère que les organisations des entreprises pourraient s'appuyer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique sur les outils qui existent aujourd'hui et donner par exemple des alertes. La personne pourrait avoir sur son téléphone à lui un message de rappel avec le numéro qui est porté avec, il aurait qu'à cliquer dessus pour qu'il me rappelle, etc. On voit bien que c'est... Alors probablement il y a des problèmes de diffusion, d'installation partout et d'acculturation des équipes. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement que l'outil existe pour que les gens sachent s'en servir, que ce n'est pas parce qu'ils savent s'en servir à leur domicile, qu'ils savent s'en servir dans un usage professionnel au sein de l'entreprise, que tout ça, c'est effectivement des points. Et puis après, il y a l'exemplarité. Je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais je pense qu'il y a cette problématique aussi des dirigeants des entreprises qui, par leur comportement à eux, moi, j'ai pas mal d'exemples maintenant d'entreprises, alors plutôt dans l'univers PME, c'est vrai, qui ont fait ça, où les équipes de direction ont décidé de prendre le pouvoir sur le numérique. C'est-à-dire qu'elles ont dit, voilà, on est dépossédé de la vision numérique parce que nous, on sait qu'on paye, mais on ne sait pas ce qu'on a en retour, parce que finalement, nos sous-traitants ou nos responsables informatiques nous racontent des trucs, on ne comprend pas tout. Donc, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, ils ont finalement vu dans l'opportunité de la tablette la possibilité de changer la donne. Et donc, il y a de plus en plus de comités de direction qui disent, voilà, on veut maintenant sauter le pas et changer notre culture numérique en ayant un outil qui nous oblige à repartir d'une page blanche et à redéfinir nos relations entre nous, à organiser nos données, etc. Et ce que je vois, c'est que, premier effet... Le déclic, c'est la tablette. Le premier effet, le déclic, c'est le changement d'outil qui, changeant en termes d'interface et changeant en termes de méthodologie d'échange d'informations, oblige à repenser les processus, parce que quelque part, aujourd'hui, on ne peut pas accumuler les outils sans changer les processus, parce que sinon ça devient assez inepte ce qui va se passer. Et changeant les processus, on donne l'exemple de modernité au reste de l'entreprise. C'est-à-dire, quelque part, à ce moment-là, on est l'exemplarité de quelqu'un qui ose aller vers quelque chose de différent, éventuellement d'ailleurs qui n'était pas forcément prisé par le responsable informatique. Et à ce moment-là, on encourage le reste de l'entreprise à bouger et à prendre des initiatives. Parce qu'il y a énormément d'intelligence numérique dans la tête des salariés, mais qui n'est pas reversée dans l'entreprise. En fait, qui reste en lisière de l'entreprise, et les gens ne l'apportent pas, alors qu'ils ont plein de compétences qu'ils pourraient apporter, parce qu'ils sont des consommateurs avant d'être des salariés. Pourquoi ils ne l'apportent pas?
Parce qu'ils sentent très bien que l'entreprise est un système qui est, entre guillemets, un tout petit peu rigide et un tout petit peu bloqué. Donc plutôt que de la porter, ils vont le contourner. Alors ça, c'est plutôt dans les grands groupes, où on voit que partout les grands groupes ont bloqué un certain nombre d'usages collaboratifs, par exemple. Les gens le font au travers de leurs outils nomades et ils créent leur propre réseau grille informatique autour de l'entreprise et ils se débrouillent entre eux, quoi. Donc quelque part, ils ne le font pas officiellement parce que le temps d'aller négocier avec les puissances, je dirais, numériques, ben c'est du temps perdu, entre guillemets, et c'est de l'énergie perdue. Or, ils sentent très bien qu'il y a des façons beaucoup plus rapides de faire les choses qu'avec les méthodes qu'ils utilisent actuellement. Donc on a vraiment un vrai problème aujourd'hui, qui est une obsolescence avérée des systèmes informatiques dans lesquels on vit, et une difficulté à changer, parce que c'est pas facile à changer, c'est pas parce que les gens sont bêtes, hein, c'est parce que c'est pas évident de prendre ces virages-là, mais quelque part, ça ne peut reposer que sur l'intelligence du consommateur salarié, quoi. Donc le consommateur salarié, il a plein de compétences numériques, il faut qu'il l'apporte dans l'entreprise. Il faut qu'on arrive à s'en servir beaucoup plus. Il y a peut-être aussi des problématiques d'investissement, parce que tout ça, effectivement, les entreprises ont investi massivement dans de l'informatique. En plus, il y a des histoires de comptabilité qui fait que ça s'amortit au moins sur 3 ans, donc on ne peut pas facilement changer au bout d'1 an quelque chose, même si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de mieux qui est sorti. On ne peut pas toujours tout mettre à la poubelle et racheter le lendemain. Des tablettes aujourd'hui, je ne sais pas quel est le taux d'équipement par les entreprises, des cadres dans les entreprises, je ne sais pas si tu te dis, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un outil qui soit distribué par les entreprises de manière générale. Non, mais il y a beaucoup de cadres qui importent de l'heure. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que beaucoup de gens amènent leur propre matériel, et c'est ce qui d'ailleurs déclenche ces phénomènes parce que les gens découvrent quelque chose, et tout d'un coup, ils disent, on en a envie, on aimerait bien y aller aussi, et ça... Les entreprises qui comprennent ça très bien, là, chez Orange, ils font ça très bien, on peut amener sa propre tablette et se connecter au système d'information de l'entreprise. Quand on essaye de se connecter, ça, c'était pas fourni par Orange, c'était perso. Celui-là, en l'occurrence, enfin, bon, j'en ai eu un moi avant qui était moi, personnel. D'accord, donc les gens. Quand tu te connectes dessus, et le système te reconnaît, il dit ah, j'ai vu que vous aviez tel outil personnel et vous voulez le connecter au réseau de l'entreprise, vous pouvez, il faut aller en ligne sur l'intranet, vous remplissez tout ça. Bon, il faut accepter le mouchard qui va bien, il y a le mouchard qui va bien, on installe le mouchard et tout va bien. Voilà. Et on accède au système d'information de l'entreprise, on accède à toutes les données. Et ça, c'est quelque chose qui se généralise ou est-ce que la PME est en train de s'ouvrir à ce genre de pratique où tout device qui arrive peut se connecter et est reconnu sur la PME, la plupart du temps, ils vont utiliser des systèmes comme Google professionnel qui vont de toute façon permettre ça. Automatiquement, on va avoir accès aux lumières de l'entreprise, automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire qu'on est en train de s'orienter vers une espèce de googlisation des organisations. Tout du moins une externalisation des services et des ressources, qui fait qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus souple et en plus, on évolue beaucoup plus rapidement. Parce que, quelque part, quelle est la caricature qu'on pourrait faire de l'entreprise aujourd'hui? C'est qu'au niveau numérique, c'est qu'elle prend des années à faire les cahiers des charges, des années à les réaliser et des années à en souffrir après une fois que c'est réalisé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il faut être dans un monde qui bouge assez rapidement. Donc, quelque part, on a intérêt à utiliser des services qui évoluent et qui vont nous permettre justement de suivre ces évolutions sans pour autant remettre en cause à chaque fois toutes les architectures. Et c'est ça qui est un enjeu. Est-ce qu'il y a un effet de seuil? Parce que est-ce que ce que tu dis là, ça va pour l'entreprise qui va jusqu'à 50 personnes? Ou est-ce que l'entreprise grossissant, elle devra un jour faire sa révolution et rentrer dans une mécanique comme celle que tu décris, qui est une caricature? Ça dépend des applications. C'est des applications métier, maison. Est-ce que ce sont des applications transverses? Est-ce que c'est des applications... On voit plutôt des applications métiers dans le cloud, par exemple. Je vais chez Salesforce, je me configure, je me débrouille presque un peu tout seul, entre guillemets. Ah, c'est les éditeurs qui tiennent la clé. Oui, les éditeurs sont en train de métier. Si c'est une application métier sur ton métier à toi, en général, elle va être soit hébergée dans l'entreprise, soit de plus en plus sur des clouds externes, mais elle appartient à l'entreprise quand même. Mais l'externalisation des systèmes d'information, elle est inéluctable. Voilà, donc c'est sûr. Et c'est ce qui change d'ailleurs la façon, la souplesse en tout cas. Donc c'est bien qu'on va y accéder à distance en permanence, via des réseaux en permanence. C'est déjà le cas. Voilà, donc c'est déjà le cas. La cloudification des systèmes d'information est en bonne voie. Après, et ça va libérer les organisations. Au départ, ça complexifie les choses parce que tu ne peux pas tout migrer. Et puis surtout, tu as je sais pas, tu prends des grandes entreprises comme la BNP, où il va y avoir 2 ou 3 000 informaticiens, il faut bien. C'est pas des mutations. On est encore dans le moment délicat, c'est vrai que tout n'est pas encore assez fait. Et puis en plus, tout n'est pas aussi simple que ça, ni aussi rose, parce que tu vas outsourcer, mais c'est pas forcément moins cher. Donc au début, tout le monde, c'est un peu comme l'offshoring, tout le monde part sur l'offshoring, c'est moins cher. Mais en fait non, ça permet surtout
de meilleures fonctionnalités, plus de fonctionnalités, plus de souplesse. Voilà, c'est tout. Donc il va falloir un temps pour que les organisations s'adaptent, mais aussi qu'elles adaptent la façon dont elles achètent ces infrastructures-là. Parce que nativement aussi, ça veut quand même dire que quand tu es dans le cloud, ça veut dire que tu y accèdes déjà par des outils de connexion à distance. Donc c'est-à-dire que tu as déjà fait un grand pas. Tu as déjà installé un serveur web, non? Depuis que ça existe, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été de l'outsourcing, ça a toujours été de la cloudification. Oui. Simplement, les technologies sont de plus en plus sophistiquées du côté de l'hébergeur et je dirais de la virtualisation des autres. Bon, à la limite, ça n'intéresse pas tellement l'utilisateur final. Sauf que ça peut peut-être donner, on parlait de culture d'entreprise, ça peut enclencher l'entreprise justement dans cette démarche de connexion à distance, donc de dire je rigidifie moi le système parce que je variabilise mes coûts, je variabilise mes usages, etc. Et donc théoriquement je suis déjà dans cette idée du nomade. Paradoxalement, la variabilisation des coûts, quand tu achètes, que ce soit des applicatifs en SaaS ou de l'infrastructure as a service, au bout d'un moment ça devient plus intéressant. C'est-à-dire quand tu as un volume qui est trop important, payer à l'utilisateur ou moins, ça devient plus intéressant du tout. C'est pour ça que c'est fait d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que tu as le voit comme ça d'ailleurs. Moi, à chaque fois quand j'étais client, à chaque fois que j'achetais des solutions comme ça pour l'ensemble de l'entreprise, systématiquement, j'allais voir l'éditeur et je disais, ok, bon, on a tant d'utilisateurs, donc passez ce seuil, je vous forfaitise. Et c'est parce que c'était beaucoup plus intéressant de forfaitiser que d'acheter au siège par mois. Donc il en va de même des infrastructures. Si tu achètes à l'usage, si tu as des grosses infrastructures en cloud, au bout d'un moment, ça devient plus intéressant de forfaitiser. Donc il faut être capable de jouer sur les deux, d'avoir un fournisseur souple. Et donc, la clé, en fait, c'est le déclenchement, alors, tu dis via les iPads ou via les tablettes, les équipes dirigeantes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si les équipes dirigeantes ont rarement eu, dans les majorités des business, hein, je dirais pas forcément dans les business technologiques, dans la majorité des business, ont rarement eu une vision numérique particulièrement précise. Ils ont une vision financière, ils ont une vision marketing, ils ont une vision RH, etc. Mais la vision numérique était rarement portée par les dirigeants eux-mêmes et par le corps des dirigeants. Alors que quand on a aujourd'hui des pratiques au quotidien de ces nouveaux outils-là, on est capable de rentrer à l'intérieur de ces outils et d'en comprendre l'âme, de comprendre ce qui est en train de se fabriquer, la société qui est en train de se fabriquer et ils sont à égalité avec les consommateurs d'une certaine manière. Parce qu'ils utilisent les mêmes outils, aussi bien au bureau qu'à la maison, puisque bien sûr il y a une porosité entre le privé et le professionnel. Et donc à partir de là, ils sont capables de porter une vision numérique qui est fondée justement sur ces nouveaux terminaux qui changent complètement la façon, l'équilibre, le type de relation, le type d'interaction, etc. Et il faut que cette vision-là soit la responsabilité des équipes de direction et qu'elle ne soit pas sous-traitée. Je suis d'accord, sur le principe je suis d'accord, je porterai une nuance, c'est pas une vision numérique qu'il faut porter. Ça, on s'en fout un peu en fait. Ce qui est important, c'est une vision business ou le numérique. Oui, mais c'est bien pas, sûr. Non, d'accord, mais c'est un raccourci. Non, d'accord, bien sûr. Oui, c'est une nuance très importante parce que je vois beaucoup ça dans des entreprises. L'équipe ayant perdu de vue l'objectif, elle redouble d'efforts, on nomme un type qui s'occupe du numérique, qui fait n'importe quoi, qui tourne partout, qui fait de la pub. Ah oui, on fait du numérique, mais d'un autre côté, moi, mon boulot, c'est pas de vendre du numérique, c'est de vendre des voitures, des comptes en banque. Non, mais l'entrepreneur qui fabriquait des thermostats pour les baraques et qui tout d'un coup a utilisé son téléphone et s'est rendu compte qu'il y avait une interaction entre son téléphone et possible, et il a introduit le numérique dans sa vision et ça a changé complètement l'économie de sa boîte. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est ça, c'est comment l'impact numérique change ma vision d'entreprise. Il faudra l'expliquer à beaucoup de patrons qui pensent qu'il suffit de nommer un type qui fait des... Voilà, c'est ça, c'est le grand danger. C'est pour ça que j'insiste, c'est pas une vision du numérique, on s'en fout, c'est une vision business avec du numérique. Si on ne comprend pas qu'aujourd'hui le digital sert à faire du business, ça a toujours été, mais il y en a qui le découvrent avec 20 ans de retard, c'est qu'on n'a rien compris. Oui, mais ce que dit Frédéric, c'est que c'est le fait qu'il pratique. C'est à l'intérieur. Ça me paraît... Oui, mais combien pratique? Moi, je constate une chose quand même. Ils pratiquent tous. Enfin, je veux dire, tu connais des gens qui n'ont pas de téléphone portable? Ah non, mais moi je connais des gens. Non, moi je connais plein de gens qui ont des téléphones portables mais qui font le strict minimum avec. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a réellement une couche minimum qui est ce qu'on faisait avec l'ordinateur et une couche optimum qui est ce qu'on peut faire en plus. Ceci étant,
je dirais, mon père était informaticien dans les années 60, il faisait des systèmes de paye, le patron, il n'utilisait pas l'ordinateur, et ça n'empêche qu'il avait compris qu'il fallait qu'il fasse un système de paye. Oui, parce qu'à l'époque, c'était la gestion des données. Maintenant, on est sur la gestion de la relation. Donc, là, quand le numérique gère la relation, on est sur d'autres enjeux que quand on gère des données. C'est ça le grand changement aussi qui est en train de s'opérer. Je dirais si, et j'en trouve des patrons, ont une vision où le numérique peut aider leur business et qu'ils n'y comprennent rien, je dirais à la limite, je préfère ça que quelqu'un qui sait tripoter mais qui n'a pas de vision. Mais enfin, moi, c'est corrélé. Est-ce qu'on peut avoir une vision sans avoir un peu tâté les choses? Oui, c'est possible. Disons, ce qu'on demande au patron, c'est pas tellement de faire le truc. Donc c'est ça, c'est une apologie de la conceptualisation d'une certaine manière. C'est ça. Non, parce que finalement, quand on ne pratique pas et qu'on a une vision, c'est qu'on fait l'apologie de rien. Moi, je suis informaticien. Moi, justement, la pratique, c'est ça. J'ai passé 30 ans à mettre en œuvre de la technologie sur le terrain. Donc, la dernière des choses que je fais, c'est de conceptualiser et d'idéaliser. Pour le dirigeant, quoi, je veux dire, pour l'éviter de conceptualiser, il faut bien qu'il ait, de certaine manière, un contact réel avec les technologies qui façonnent notre société. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y soit. Je veux dire, c'est seulement ça. Il ne faut pas qu'il soit un expert, hein, ça c'est clair. Ça c'est pas l'enjeu. Moi je pense que le fait qu'à un moment ou à un autre, il va se comporter probablement de la même manière que le consommateur à qui il s'adresse. Donc déjà qu'il ait un contact au moins équivalent avec les nouveaux devices que celui du consommateur avec qui va parler, ça paraît pas mal. Or, on constate que, par exemple, la plupart des grands dirigeants d'entreprises ne sont pas sur Facebook. Non, mais j'allais y arriver, justement. Il y a l'exemple qu'il y a un écart par rapport au comportement du consommateur à qui il s'adresse. Qu'un patron soit sur Twitter, en l'occurrence d'ailleurs c'est plutôt Twitter que Facebook en général, parce que ça leur permet de s'exprimer et de... Et synthétiser, parce qu'il y a que 140 caractères. Oui, d'accord. C'est d'ailleurs une des raisons qui a été invoquée par Serge Papin pour en sortir, parce que soi-disant 140 caractères c'est trop court. C'est vrai que pourquoi pas. Oui, mais pourquoi pas. Mais je dirais, il peut utiliser Twitter comme un relais pour aller sur des blogs ou ailleurs pour s'exprimer en plus de 140 caractères s'il le veut. Il y a 1000 façons pour contourner le problème. C'est vrai que c'est à la fois ce qui fait la contrainte de Twitter, mais ce qui en fait aussi son intérêt, c'est que c'est bref. C'est synthétique. Non, mais bon, pour revenir à cette histoire-là, j'ai pas dit que c'était pas bien qu'il n'y soit pas. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a est-ce qu'il l'utilise correctement ou non, c'est tout. Et est-ce qu'il y trouve un intérêt et est-ce que l'entreprise y trouve un intérêt. Et si l'entreprise n'y trouve pas un intérêt, mais que, je dirais, il a suffisamment d'intelligence pour dire que mon service client peut utiliser aussi cet outil dans le cadre d'un processus qui fait que c'est pas déconnecté du reste du CRM d'ailleurs. Je dirais à la limite, s'il a l'intelligence de reconnaître ça, même s'il n'est pas capable, lui, d'aller répondre au service client sur Twitter, je dirais à la limite, c'est pas très grave. Voilà. Oui, mais est-ce qu'une des explications du retard de l'entreprise en tant qu'organisation sur l'utilisation et le recours aux toutes dernières évolutions des outils qui sont mis à disposition, est-ce que ça ne vient pas justement d'une certaine prudence, d'un certain retrait de la part... Moi, je dirais que ce n'est pas forcément que de la prudence, c'est aussi de la méconnaissance. Je prendrai un exemple, pour sortir de l'aspect réseaux sociaux. Je prendrai un exemple, c'est la veille. Donc, moi, sur mes statistiques personnelles, quand je rencontre des dirigeants, des équipes de direction, je leur pose la question de le type de veille que vous faites. Je suis assez surpris de l'indigence de la veille moyenne dans les entreprises, avec les moyens qu'on a à notre disposition quand même, parce qu'on peut tout savoir exactement quand on veut, pratiquement à la minute où ça sort, mais on ne prend pas le soin de le câbler, d'une certaine manière. Or, aujourd'hui, quand on voit les outils qu'on a, aussi bien les alertes que les flux RSS qu'on peut réunir dans un agrégateur qui nous permet vraiment de fabriquer son média idéal avec toutes les informations, tous les signaux faibles qui peuvent sortir sur les sujets qui nous intéressent, aussi bien ce qui se dit sur nous, ce qui se dit sur leur entreprise, sur nos concurrents, sur nos clients, sur nos fournisseurs. On peut avoir des sommes d'informations colossales et pour peu qu'après on le fasse collectivement et qu'on partage les ressources après qui vont en sortir, on va avoir quelque chose d'absolument phénoménal. Et ça aussi, c'est être branché sur l'extérieur. C'est être branché par une compréhension des signaux faibles, par une captation et par un partage de ces choses-là. Or ça, c'est des pratiques nouvelles. C'est pas en continuant à utiliser le mail comme on l'utilisait depuis 10 ans qu'on y arrivera. Ça veut dire qu'il faut sortir du tout mail pour arriver à des utilisations beaucoup plus pointues, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus pertinentes. Et ça, c'est ce qui est ouvert avec tous les services qui ont été créés et tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Donc ça fait partie des évolutions qu'on doit avoir. Il y avait une vidéo qui circulait la semaine dernière, qui était une promotion pour un service, un agrégateur qui s'appelle HotSuite, qui est un outil, pour moi, de veille, justement.
Et c'était une présentation, c'était une interview de l'équipe dirigeante des deux fondateurs d'une boîte qui s'appelle Airbnb, qui fait la location d'appartements de particulier à particulier. Et ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'ils disent on n'aurait pas pu développer notre entreprise, en faire une entreprise mondiale aussi rapidement, sans coup de suite. Et que l'usage qu'ils en faisaient était non seulement un outil de veille, mais un outil d'action. C'est-à-dire que c'était vraiment un outil, comme tu le dis, de partage au sein de l'entreprise, à un instantané, de thématiques, d'orientation, de choix stratégiques, etc. Et je n'avais jamais vu, moi, tout de suite, autrement que comme un agrégateur. Pour moi, c'était un outil personnel qui me permettait de suivre mes centres d'intérêt, etc., de manière simple. C'est un outil, je suis un des ambassadeurs, donc je connais bien, parce que j'étais un des premiers clients en France. C'est un outil qui permet le travail en équipe, justement, autour essentiellement de Twitter, mais aussi des autres médias sociaux, mais surtout Twitter. Maintenant, il y a presque tout. Oui, mais enfin, c'est sa spécialité, c'est surtout Twitter, qui permet d'assigner les tâches les uns les autres, surveiller que les tâches ont bien été... Donc ça permet à des équipes de community management de se regrouper. C'est un outil qui est vraiment, vraiment utile à cause de ça. Il permet aussi d'autres choses, mais c'est principalement son intérêt en entreprise. Maintenant, alors ça, justement, un outil comme celui-là, vu comme ça, ce qui est quand même une vision rare, je trouve, ça montre bien que c'est un outil que de très nombreux particuliers, individus utilisent comme ça, et pour autant, c'est très peu utilisé de cette manière-là par les entreprises. Il disait, nous, on n'aurait pas su faire ce qu'on a fait sans cet outil, ce qui est quand même incroyable. C'est beaucoup utilisé par les entreprises. Mais bon, après, il y a différents types de comptes. Il y a des comptes plus ou moins sophistiqués. Mais oui. Non, parce que tout le paradigme dans lequel on a vécu, c'était l'intelligence s'invente dans l'entreprise pour le marché. Aujourd'hui, le paradigme inverse qu'on est en train de vivre, au travers notamment d'une veille attentive et ritualisée, c'est de dire l'intelligence, elle est partout, mais par contre, nous, on peut transformer cette intelligence en business, quoi. Donc, quelque part, il faut se brancher sur la pensée externe si on veut arriver à avoir une pensée interne plus forte, quoi. Et ça, c'est une révolution importante en termes de compréhension de la pensée client, quoi, justement. C'est d'être sans arrêt avec des antennes qui vont un tout petit peu plus loin que je dirais la revue de presse convenue qui nous est envoyée par le spécialiste de la revue de presse, quoi. Il faut aller un peu plus loin, quoi. C'est avoir vraiment une veille très pointue sur ces choses-là, et on a tous les outils qu'il faut, et vous les en citez. Moi, j'utilise Feedly, par exemple, qui est un formidable outil qui a succédé à Google Reader, et qui est un outil assez extraordinaire pour arriver à ramener toute l'information qui m'intéresse, et à avoir une lecture rapide, mais efficace et performante des choses qui sont censées me concerner. Je reviens à ce que tu disais de Airbnb, parce que Airbnb, c'est une société internet, un pure player. C'est un peu comme Amazon, quoi. Ils font tout bien, ils sont bons, ils sont super bons, ils sont super forts, ils ont tout compris. Et c'est marrant parce que très souvent, on a envie de prendre ces entreprises-là pour les montrer en exemple aux entreprises des secteurs plus traditionnels. Et on pense, enfin nous on pense, parce qu'on vient de ce milieu-là, on dit c'est une bonne idée, ils ont bien travaillé, et en fait très souvent, ces exemples sont pris comme des contre-exemples dans les entreprises, à mauvais titre, mais c'est comme ça, hein, c'est un fait. Hein. Ils sont pure players, donc eux c'est normal qu'ils arrivent comme ça, mais nous on ne peut pas parce qu'on est pas pure player. Si tu veux flinguer une transformation numérique, il suffit de commencer par Amazon, tu leur dis voilà comment Amazon a fait, et c'est fini, ça s'arrête là. Parce que tu vas avoir tout de suite des gens qui vont te dire non, nous on n'est pas Amazon. Ce qui est vrai d'ailleurs. La vraie question, c'est pas tellement de savoir si on a tout fait correctement. La vraie question, c'est comment je suis une entreprise traditionnelle, comment je peux me transformer pour devenir un peu moins traditionnel et changer ma façon de faire. En fait, la transformation digitale, c'est une question de transformation moins plus que de digital. Amazon, c'est pas un pure player. C'est un pure player jusqu'au moment où Amazon est un pure player. Oui, mais c'est pas un pure player. Pour moi, c'est une entreprise ordinaire qui te passe ta commande sur Internet. Non, c'est pas. Ils sont pas ordinaires. Ils ont commencé par Internet, et ils sont lancés par Internet. Effectivement, maintenant, ils commencent à concurrencer les magasins réels. Et ce qui fait d'ailleurs que. Non, mais Yann, je vais juste finir ma phrase, c'est bien, mais c'est une entreprise ordinaire dans le sens où elle te permet d'acheter des biens, quelques livres, jusqu'à chez toi, etc. Donc, en ça, c'est simplement qu'ils ont eu une vision avant les autres de comment devaient fonctionner les entreprises. Mais une entreprise chez qui t'achète et qui te fournit des biens
La différence, c'est qu'ils livrent jusqu'à ton domicile, d'autres livrent jusqu'à un point de relais, etc. Mais simplement, c'est que la manière de faire du commerce a changé. Simplement, c'est pas eux qui sont comme ci et les autres qui sont comme ça, c'est eux qui sont comme on a tous intérêt à être, et les autres vont devoir faire évoluer leur modèle pour être dans quelque chose qui sera de plus en plus, le plus possible, compétitif avec le modèle Amazon. C'est plutôt ça la question. Dans un sens, tu as raison, ils atteignent une excellence, donc forcément c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, après, il y a beaucoup de polémiques, hein, donc je ne traiterai pas. Mais c'est pas une différence de nature. Moi, je pense que de différencier pure player et pas pure player, c'est fini, c'est du passé. Non, c'est pas fini, parce que moi, tu pars d'une prémisse qui est quand même un peu légèrement fausse, c'est que quand tu es Barnes & Noble ou la Fnac ou Virgin ou je sais pas quoi, tu as, comme qui dirait, un existant avec X magasins, X stocks, X employés, et eux, ils n'ont pas eu ça. Donc justement, ils sont partis d'une feuille blanche. Donc tu compares deux choses. Tu compares deux choses qui ne sont pas... Oui, mais ça, tu parles du passé. Je parle du passé par rapport au présent. Vas-y. Donc tu compares deux choses qui ne sont pas comparables, même si elles arrivent à converger vers la même chose à terme. Ça, je suis d'accord. À terme, Amazon fera des boutiques et ça, mais même s'ils en font pas. Mais même s'ils en font pas, la question c'est pas celle-là. La question c'est du rapport entre un fournisseur et un consommateur. Il ne me laisse pas finir. Bah si, vas-y. Ah, il ne me laisse pas finir. Tu es parti sur ton truc parce que tu es persuadé que c'est bien. Est-ce que justement, c'est ce que je t'ai expliqué. Moi, je suis client depuis 18 ans d'Amazon. Je ne vais pas te dire que c'est pas bien. Amazon, c'est bien, c'est sympa. D'un point de vue client. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vu... Attends, laisse-moi finir. Le sujet de la transformation digitale n'est pas de transformer Amazon. Ils n'ont pas besoin d'être transformés digitalement Amazon. Ils savent faire. Mais je ne dis pas de transformer Amazon. Mais moi, je te parle des gens qui sont en face d'Amazon et qui sont là. J'en ai encore eu un ce matin. Et ils sont là, ils disent il faut qu'on change, on est obligé de changer. Forcément, ils doivent être au bord du gouffre. Là. Il doit y avoir au moins un pied qui est dehors dans le gouffre, ils sont prêts à tomber. Là. Ils se disent là, on est obligé. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et là, ça commence à aller mal. Et là, où tu commences à entendre, on te dit, ah oui, mais alors, il y a de la politique en interne. Et là c'est là que ça commence à s'arrêter. Le vrai souci pour la transformation digitale, c'est pas pour les pure players. Les pure players, ils sont déjà transformés. La question, elle est pour ces gens-là. Ces gens-là qui se posent des questions et qui traînent tout un historique, donc de la politique et des machins, parce qu'il y a de la politique, pas seulement parce que les gens sont méchants, il y a de la politique parce qu'il y a des intérêts à préserver. Voilà, c'est comme ça. Et qui ne sont même pas des intérêts seulement personnels, des intérêts économiques. Mais au-delà de ça, tu l'as dit, il y a des historiques. La vraie question, c'est que l'existant, le vrai sujet, c'est comme la sidérurgie, quand tu es l'État français, ou les mines de charbon, tu as un existant. Et c'est très dur, ça prend 30 ans ou 40 ans avant de dire on les ferme, c'est mort. Et les entreprises ont cette problématique de dire j'ai un existant qui aujourd'hui devient une espèce de boulet dans la compétition que j'ai avec des gens comme Amazon. Il y a 1000 façons de résoudre cette question-là. Ah, probablement. La première question, c'est la première façon, c'est la plus dure, c'est de prendre tous ceux qui n'ont pas envie de changer, de leur retourner la tête et de les changer, et ça prend 2000 ans. La deuxième solution, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre qui est justement un Amazon. Amazon et puis et de l'intégrer. Qui va accepter d'être salarié. Et toute la difficulté là. Non. Justement, et toute la difficulté là, c'est de savoir quand tu l'intègres dans un groupe sans l'étouffer, ce qui est souvent ce que ne savent pas faire les entreprises. Troisième solution, c'est de créer une entité que tu vas sortir pour éventuellement la réintégrer plus tard d'ailleurs. Enfin, il y a plein d'autres solutions encore, mais ça, c'est les trois solutions. En tout cas, il faut méditer sur ce qui s'est arrivé à Kodak. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les solutions possibles, ils ne les ont pas appliquées parce que justement, ils n'ont peut-être pas extégré assez rapidement la structure pour pouvoir se fabriquer leur principal concurrent. Kodak est un très bon exemple. En plus, au début, ils ont nié l'évidence. Ensuite, ils ont essayé de suivre le mouvement et de produire des produits qui étaient largement derrière ce que pouvaient offrir les acteurs principaux du marché de la photographie. Du coup, ils ont été à l'origine du numérique. Ah oui, c'est sûr, ils sont eux qui ont sorti le premier appareil photo. C'est ça le paradoxe. Ils ont été les premiers à sortir les appareils du futur, et ils ont été les derniers à les intégrer parce qu'ils avaient leur existence. Se renier, c'est difficile. À la fin de leur vie, ils ont même sorti un superbe produit. Enfin, moi, j'en ai toujours une qui est tellement géniale. C'était la petite caméra à un bouton, là, type flip, mais c'était l'équivalent Kodak qui était, à mon avis, bien meilleur. J'utilise encore pour faire mes interviews tellement c'est bien.
Voilà, et à la fin, donc, ils avaient des super produits, mais... Ils avaient perdu l'image, quoi. C'était complètement sorti de la course. Voilà. C'est un des enjeux. Le message, peut-être pour conclure, c'est que il y a des outils, il y a des opportunités, il y a des dangers, des menaces avec des gens qui ne sont pas encombrés du poids du passé, que les enjeux pour les dirigeants, c'est d'être les moteurs de ce changement. Les impulseurs, en tout cas. Les impulseurs, oui, puis aussi les moteurs. Je pense que c'est aussi par l'exemple donné, par la préoccupation, par la compréhension des phénomènes, et donc probablement par la pratique, que les entreprises pourront se réinventer et faire face, même si c'est sûrement pas une grande simplicité, tant les leaders dont on parlait comme Amazon sont en train d'occuper des espaces de plus en plus divers. Ça va être maintenant avec la livraison du fret qui a été annoncé pour le mois de septembre en France, qui inquiète énormément tous les gens qui avaient récemment pris pied sur ce marché-là. Donc on voit que même quand on est innovant, réactif, qu'on s'adapte, qu'on met des moyens, qu'on a déjà des débuts de résultats, on reste fragile face à des mécaniques de gens qui sont configurés nativement pour aller vite et aller fort. Alors le message à tes clients face à tout ça, tu leur dis courage, hardi, allons-y ou... Non, moi je leur dis, les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui n'ont jamais été aussi fascinantes et aussi avec un potentiel aussi énorme. Donc restez pas de l'extérieur parce que ça restera un mystère pour vous. Rentrez à l'intérieur et vous allez voir les miracles que ça va vous délivrer, quoi. Donc faites-vous inspirer par la pratique des technologies, en tout cas, qui sont arrivées, et notamment, bien sûr, les tablettes. C'est les technologies nomades qui, elles, deviennent des excroissances de notre cerveau et de notre façon de fonctionner, et donc des choses qui sont vraiment dans notre quotidien de manière très très intense, quoi. Alors il y a quand même ce que disait Yann aussi, qui disait, oui, mais il y a la moitié des gens qui ne sont pas dans cette mouvance, qui n'y sont pas par choix, parce que justement, ils se contentent de leur cerveau, ils n'en veulent pas un deuxième. Et justement, ça fait partie. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire ce genre de choix? La preuve que oui, puisqu'il y en a qui le font. On peut aussi faire ce genre de choix de temps en temps. La semaine prochaine, je vais prendre ma première faire du jeûne numérique. Ouais. Ah oui. Première semaine de vacances depuis 1 an, donc j'ai le droit. Je coupe tout. Sans tablette et sans smartphone. Non, je vais probablement le prendre au cas où il y aurait une urgence, mais je demanderai à ma femme de le cacher dans un coin. T'as déjà fait une semaine sans Moi j'ai fait mieux que ça, j'ai fait 15 jours de jeûne intégral, c'est-à-dire jeûne alimentaire et numérique. Donc j'ai mixé les deux, quoi. Oula. Et c'était très intéressant. Et tu étais à 2 paquets de cigarettes par jour. Non, c'était très intéressant. En tout cas, ce que je crois, c'est que la technologie suppose des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux rituels, des nouvelles façons aussi de se déconnecter de temps en temps, une nouvelle discipline par rapport à ça, pour pas être justement emporté par le mouvement. Bien sûr, tout ça, ça doit se raisonner. Mais comme on est actuellement au milieu du gué, les uns et les autres, tout est un petit peu agité, tout est un petit peu confus, donc il faut raison de plus clarifier pour ces choses. Rester dedans. Moi, si j'avais un conseil à donner aux clients, c'est celui que je leur donne d'ailleurs, c'est de s'entourer de gens qui connaissent la technologie, parce que ceux qui connaissent la technologie sont ceux aussi qui savent l'oublier le mieux, parce que très souvent, les gens qui ne connaissent pas, soit l'idéalisent, soit la craignent, et c'est les mauvaises choses qu'il faut faire. Enfin, il faut absolument revenir sur l'objectif, revenir sur ce qu'on cherche à obtenir, et ne pas essayer de prendre l'outil pour l'objectif. Ok. Merci, en espérant que ce débat vous aura éclairé et donné des pistes à relever, des challenges nouveaux. Et à la prochaine séance de ce comptoir des blogueurs. Merci.